Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, le grand honneur de recevoir pour vous professeur Alfred Tissaïs, avocat, professeur universitaire, ancien secrétaire du Comité des droits de l'homme à l'ONU, directeur du bureau des requêtes à la Haut Commissariat des droits de l'homme à l'ONU et expert indépendant auprès des Nations Unies pour la promotion d'un ordre international démocratique et équitable. Mon cher ami, mon cher professeur Alfred Tissaïs, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Professeur Tissaïs, comme vous savez, la Cour de justice internationale a rendu un avis consultatif le 19 juillet 2024 concernant les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Comment vous avez reçu cet avis consultatif et d'après vous, quelles sont les conséquences juridiques, politiques et institutionnelles sur le terrain? Alors, du point de vue du droit international, c'est évident que l'avis consultatif de la Cour internationale de justice est absolument correct, comme d'ailleurs l'avis de la Cour le 9 juillet 2004 sur la construction du mur dans le territoire palestinien. Alors, nous avons vu que l'avis consultatif de la Cour 2004 a été complètement ignoré par Israël sans aucune conséquence. C'est-à-dire, il y a une complicité de la part des États-Unis, de la part des pays européens, de l'Union européenne, parce qu'ils n'ont fait rien du tout pour établir la force du droit international en ce qui concerne les murs construits sur le territoire palestinien depuis 2004. Et maintenant, nous avons une série de conclusions de la Cour. Bien sûr que les annexions ou les soi-disant annexions des territoires palestiniens est complètement contraire à la charte des Nations Unies, y compris les articles 1 et 2 de la charte. C'est évident que tous les pays sont obligés à ne pas reconnaître les conséquences de cette sorte de soi-disant annexion. Par contre, les Européens font du commerce avec Israël, les Américains financent Israël. Alors, il y a une complicité énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une rébellion contre le droit international. Les États-Unis et l'Union européenne sont en train de détruire le droit international. Est-ce qu'ils vont respecter l'avis consultatif de la Cour de justice? Bien sûr pas. Ils ne l'ont pas fait. Alors, il y a des centaines et des centaines de résolutions de l'Assemblée générale sur le même thème. Il y a des centaines de résolutions du Conseil des droits de l'homme. Mais Israël continue avec son génocide et continue avec son apartheid parce que c'est toléré ou c'est même financé par les États-Unis. Vous avez vu, il y a quelques jours, ces criminels de guerre qui est sous investigation par la Cour pénale internationale, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, il est allé à Washington, il a été applaudi 53 fois dans le Congrès américain. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une rébellion évidente et flagrante contre le respect dû à la Cour internationale de justice. Et à l'époque, 1974,
il y a eu une résolution du Conseil de sécurité envers la question de l'Afrique du Sud et l'apartheid à l'Afrique du Sud. Par la suite, il y a eu aussi une opinion consultative de la Cour internationale de justice. Dans ces cas-là, il y avait une solidarité internationale en faveur du peuple, de la autodétermination du peuple sud-africain. Ça n'existe pas aujourd'hui en ce qui concerne la Palestine. Il y a beaucoup de support à la Palestine de bout de lèvres, mais les conséquences qui devraient suivre cet avis consultatif de la Cour serait un arrêt des relations diplomatiques avec Israël, un arrêt des relations commerciales avec Israël, une isolation diplomatique et commerciale d'Israël, ce qui n'est pas arrivé et je ne crois pas que ça va arriver. On va entendre toutes sortes de paroles de Bruxelles, de Berlin et de Paris, mais ils ne feront rien du tout. Alors, c'est une tragédie parce que la viabilité de l'ordre international dépend justement du respect des droits internationaux. Et quel est le tribunal les plus hauts du système international? C'est la Cour internationale de justice et on s'en fout de ce que la Cour internationale de justice dit. Alors, bien sûr qu'il y a apartheid, bien sûr qu'apartheid, c'est un crime contre l'humanité. Le droit international est assez clair. Alors, la Cour n'aurait pu pas décider autrement qu'elle a fait. Mais alors, la culpabilité se trouve surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe. Vous savez que le 25 mai 2024, le Geneva International Peace Research Institute a présenté une plainte pénale devant la Cour pénale internationale contre Ursula von der Leyen et contre la Commission européenne en tant que complice dans le génocide. Complice parce qu'ils donnent un support militaire, un support politique, un support économique, un support financier, un support diplomatique à Israël. C'est évident qu'ils sont complices. Et c'est évident que l'article 3, paragraphe E, de la Convention contre le génocide de 1948 s'applique pleinement dans cette situation. Mais est-ce que Karim Khan, le procureur, va faire quelque chose avec la plainte présentée par le JIPRI? J'en doute. Bien sûr que ça a été officiellement présenté et officiellement alors accepté en tant que présentation, mais c'est dans les mains du procureur d'avancer l'affaire ou de le mettre à côté. Oui, et votre remarque m'amène vers la deuxième question concernant le professeur d'Issaïas. Comme vous savez, la veille de la visite de Netanyahou aux États-Unis d'Amérique, votre pays, puisque vous êtes aussi américain, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a annoncé qu'il reportait l'émission de mandat d'arrêt contre Netanyahou et contre le ministre de la Défense et les membres de Hamas, invoquant les objections de 60 pays et qu'il reportait l'échéance au mois d'août pour examiner l'objection. C'est pas la confirmation que ce Karim Khan ne sera pas capable
de publier un mandat d'arrêt contre Netanyahou, c'est pas aussi la confirmation de l'impunité, surtout d'Israël, de l'instrumentalisation aussi de la Cour, puisque dans l'affaire de Poutine, l'affaire a été traitée de façon rapide, de façon étonnante. Hein. Qu'est-ce que vous disiez, professeur? La Cour, et pas seulement maintenant, hein, pas seulement Karim Khan. La Cour est au service de pouvoir occidental. La Cour est au service de Washington et au service de Bruxelles. Et c'est évident que Karim Khan n'a pas le courage d'avancer avec cette demande d'un arrêt contre M. Netanyahou. Bien sûr que la Cour a le pouvoir de le faire, bien sûr que la Cour devrait le faire, mais la Cour est partielle, a toujours été partielle, elle n'est pas indépendante. Alors, je considère la Cour pénale internationale une institution inutile, une institution, comme je dis, au service des pouvoirs occidentaux et pas du tout au service de l'humanité, au service de la grande majorité du monde. Bon, alors, quoi faire? Ce que j'appelle la global majority, la majorité mondiale, la majorité globale, peut établir des tribunaux ad hoc sur la Palestine, sur Israël, et eux, ils peuvent avoir une investigation et par la suite un procès in absentia, parce qu'on n'a pas la juridiction in personam sur M. Netanyahou, mais cette cour qui devrait être établie, ça pourrait être établi par l'Afrique du Sud, ça pourrait être établi par le Brésil, par le Mexique. Alors, cette cour pourrait déterminer la culpabilité de Netanyahou pour génocide et par la suite, si Netanyahou se trouve dans un pays qui n'est pas un pays allié à l'Israël, Netanyahou serait arrêté. Mais, bien sûr, nous ne sommes pas encore là. Hein. Alors même de petites mesures qu'on pourrait adopter. L'Assemblée générale 1974 avait retiré l'accréditation de diplomates israéliens, pardon, de diplomates sud-africains à l'époque de l'apartheid. De sorte que après 1974, les diplomates de Sud-Afrique ne pouvaient plus parler à l'Assemblée générale. Ils n'étaient pas reconnus par l'Assemblée générale. Alors ça, serait une mesure symbolique, si vous voulez. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est réactiver la résolution de l'Assemblée générale 3379. C'est une résolution du 10 novembre 1975, une résolution qui dit comme conclusion que le zionisme est une forme de racisme. Alors, cette résolution a été en vigueur pendant 16 ans, jusqu'à 1991. Et c'était une époque où on avait beaucoup d'espoir
et le gouvernement d'Israël avait la branche d'olive et avait fait toutes sortes de promesses dans l'État palestinien. On pensait que ça arriverait et Israël s'est préparé à participer dans la conférence de paix à Madrid. Je parle de l'année 1991. Alors, comme un signe de bonne volonté, un signe de conciliation, l'Assemblée générale a retiré la résolution 3379 et l'a remplacée par la résolution 46/86. Alors, ça, c'était le mois de décembre 1991. Hélas, il n'y a pas eu un succès à la conférence de Madrid. Hélas, la situation aujourd'hui est beaucoup pire qu'elle était en 1991. Nous n'avons pas seulement une question de racisme, une question d'apartheid, on a un génocide. Alors c'est absolument agaçant ce qui se passe dans le monde, c'est obscène. Lorsqu'on pense qu'on a applaudi M. Netanyahu dans le Congrès des États-Unis. Alors vous voyez dans quel état se trouve les droits internationaux et se trouve alors le respect pour l'ordre international. Comme je vous ai dit, alors c'est une question de mépris de la Cour internationale de justice et une situation d'inaction par la Cour pénale internationale. Dans mon livre The Human Rights Industry, publié l'année dernière, 2023, j'ai analysé, entre autres, la déclaration contre Vladimir Poutine et la demande d'arrêt de Vladimir Poutine, comment ça s'est passé. Bien sûr, c'est une honte. C'est une honte parce qu'un tribunal doit être absolument partiel. Et alors, c'était une action politique, pas une action juridique qui a été avancée par Karim Khan. Alors, Karim Khan, comme vous savez, c'est un juriste anglais, un juriste du Royaume-Uni, et c'est pas quelqu'un que vous pouvez respecter. Alors, il a vraiment fait un grand tort à la réputation de la Cour pénale internationale. C'est pour ça que je propose d'avoir une autre cour. Alors, pas la Cour pénale internationale qu'on connaît. Alors, j'aimerais bien, par exemple, à cause de ce rapport du cas de Netanyahou devant la Cour, je crois que tous les États africains, par exemple, qui sont membres de les statuts de Rome, tous les États africains, latino-américains qui participent au travail de la Cour pénale internationale devraient se retirer en proteste. On devrait se retirer massivement. C'est ça que je pense. Et alors, j'ai parlé avec plusieurs diplomates. Alors, on le considère, on l'avait considéré déjà à l'époque
parce que tous les mandats d'arrêt étaient contre des Africains. Vous vous rappelez, les dernières jusqu'à le président à l'époque de Soudan, al-Bashir. Et alors, on était écœuré que la Cour pourrait demander l'arrêt d'un chef d'État. Alors, c'était la première fois qu'un chef d'État en fonction était le but d'un mandat d'arrêt. Alors, c'est pour ça qu'il y avait un mouvement. Il y avait quelques États qui se sont retirés, 2 ou 3 États africains se sont retirés du statut de Rome. Mais puisque maintenant la situation est bien plus grave qu'elle était à l'époque de al-Bashir, je crois que le moment est arrivé d'accepter que la Cour pénale internationale est un projet qui a échoué. Il faut fermer la boutique et il faut faire un autre. Alors, je ne crois pas qu'on peut sauver la Cour pénale internationale. Elle n'a pas ni autorité ni crédibilité parce qu'elle a constamment appliqué le statut de Rome d'une façon partisane. Alors, puisqu'elle n'est pas indépendante, il faut fermer la boutique. Oui. Professeur Tissaïes, ma dernière question pour vous. J'aimerais savoir votre état d'esprit, vos sentiments lorsque vous observez que durant les Jeux olympiques, on récompense Israël. On donne honorification à Israël. Israël, le génocidaire. Israël, responsable des crimes de guerre contre les nourrissons, bébés, femmes, hommes, etc. Qui n'a pas respecté ni trêve humanitaire, ni trêve olympique, etc. On le reçoit dans les Jeux olympiques et on exclut soi-disant les Russes parce que Poutine n'a pas respecté la trêve olympique, alors que Israël il n'a jamais respecté un trêve humanitaire, médical, religieux, rien de tout. Quel est votre sentiment? Et aussi, est-ce que vous considérez aujourd'hui, parce que l'autre fois, vous m'avez dit quelque chose, ça fait quelques mois, juste après le déclenchement de cette guerre contre la population palestinienne à Gaza, que Israël a perdu la guerre juridique, politique et morale. Est-ce que vous maintenez votre position? Non, bien sûr. Alors, les droits internationaux existent. Hein? C'est seulement que le droit international n'est pas appliqué. C'est que les États qui devraient être à l'avant-garde, les États qui devraient être les leaders du monde en ce qui concerne les droits internationaux, ont complètement échoué. Alors, ils ont trahi les droits internationaux. Ils se sont rebellés contre les Nations Unies, ils se sont rebellés contre la Cour internationale de justice. Alors, c'est une honte. Alors, c'est absolument dégueulasse. Alors, j'ai un sentiment de tristesse, si vous voulez, parce que moi, j'ai dédié toute ma carrière au droit, en particulier au droit international. Et je vois comme l'Europe et les États-Unis sont en train de détruire les droits internationaux. Alors, c'est pas exclu que la grande majorité du monde établit un autre système de droit international, parce que pensez-vous que les droits internationaux qu'on connaît aujourd'hui
C'est un droit international qui était surtout rédigé, structuré par les pouvoirs occidentaux. Alors, les Chinois n'ont pas eu l'opportunité de donner leur avis, de contribuer à la construction de ces droits internationaux. Les Andes non plus, l'Indonésie non plus, l'Afrique non plus, le Brésil non plus. Alors, peut-être le moment est arrivé pour établir un ordre international basé sur des principes universels, basé sur l'égalité de tous les hommes et femmes dans toutes les planètes, où il n'y a pas de privilèges, où il n'y a pas une culture d'impunité pour les États-Unis, pour Israël, pour l'Europe. Alors ça, il faut jeter, ça, il faut rejeter. Mais nous sommes, hélas, dans une situation assez ambiguë. Et pas seulement ça, nous sommes dans une situation d'un grand danger. Parce que vous avez entendu le Premier ministre, ou plutôt le président de la Turquie, comme il s'est prononcé sur Israël et sur, dit-on, une possible action de la part de la Turquie. Il n'a pas spécifié, mais ça pourrait exploser. Imaginez que la Turquie s'en mêle, l'Afrique, l'Arabie Saoudite, le Liban est déjà là, l'Iran, ça pourrait terminer dans une troisième guerre mondiale. Hein. C'est pas exclu. C'est les dangers aussi en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Alors, l'OTAN est hors contrôle. L'OTAN a provoqué cette guerre. L'OTAN a refusé toute possibilité de la terminer. Déjà mars-avril 2022. L'OTAN continue à augmenter les tensions, alors ça va terminer mal. C'est hélas la culpabilité de Jens Stoltenberg, la culpabilité de Joe Biden, la culpabilité de Victoria Nuland et Jake Sullivan et de Ursula von der Leyen, etc. Alors, tous ces gens portent une responsabilité pour la catastrophe en Ukraine, mais ils ne veulent pas accepter qu'ils ont une culpabilité. C'est un narcissisme et une arrogance vraiment étonnante. Mais puisque j'ai des contacts avec des diplomates ici à Genève et ailleurs, alors ils se sont eux-mêmes mis dans une situation où c'est très difficile pour eux de se retirer sans perdre leur réputation. Alors, c'est une question de réputation. Les États-Unis ne veulent pas accepter une défaite. Alors, on parle toujours d'une victoire contre la Russie et on veut avoir aussi une victoire contre le Hamas. Et on ignore tout le reste. Il s'agit d'un massacre, il s'agit d'un génocide
mais on parle de victoire. Alors, c'est orwellien. Alors, les États-Unis se trouvent dans une situation difficile et je ne crois pas que ça va changer, même si le président, le mois de novembre, c'est un républicain et pas un démocrate, c'est égal. C'est le complexe militaro-industriel qui contrôle les États-Unis et ce complexe veut la guerre. Ce complexe veut appuyer Israël jusqu'à la victoire. Et la question sera, est-ce que le monde musulman va accepter le génocide contre les Palestiniens? Est-ce qu'ils vont accepter ça? Ou est-ce qu'ils veulent prendre des mesures aussi commerciales, etc., et rompre toute relation avec Israël, et si nécessaire avec les États-Unis? Alors, c'est une nécessité vitale pour l'humanité de isoler Israël et d'isoler les États-Unis et de faire comprendre aux États-Unis que l'hégémonie américaine, l'hégémonie de l'OTAN, c'est fini avec ça. Oui. Merci infiniment, mon cher ami, professeur Alfred Dessayens. Merci infiniment. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir un homme libre, un artisan des droits de l'homme crédible et engagé. Merci beaucoup, professeur, et bonne continuation. Merci, à la prochaine. À la prochaine, merci.